Le thème de cet atelier sur cette dernière journée de DW que nous avons plaisir de vous présenter aujourd'hui, c'est de travailler sur une problématique euh, sur la structuration de l'information dans un écosystème digital interne à l'entreprise, donc est lié avec le thème de la Digital Workplace, qui est le thème principal de ces 3 jours. Philippe, je me permets de te couper parce qu'on ne voit pas le partage d'écran. Ah, alors ça commence bien, parce que de mon côté, ça fonctionne bien. Alors, je recommence. Écoute, tac. Est-ce que là, vous voyez le PowerPoint? Non, toujours pas. Alors moi, j'ai le bon retour, ça a l'air de bien fonctionner. Ça a fonctionné bien il y a 2 minutes, c'est l'effet vraiment des mots là. On est dedans. Alors, comment je peux faire pour faire... Écoutez, je vais essayer quelque chose. Je vous demande un instant, excusez-nous pour ce problème technique. Hop là. Ok. Bon, en tout cas, je vais reprendre le sujet en attendant. Donc, on va vous présenter une masterclass. Donc, le but, c'est justement de vous expliquer tout ce qui est autour de l'information et l'accès aux applications dans une Digital Workplace. Donc, on va dérouler en fait notre support, quand on pourra le présenter. Et pendant notre support, la présentation de notre support, on va vous envoyer un sondage auquel cas vous pourrez répondre, justement pour en connaître un peu plus sur votre environnement digital. Et si vous le souhaitez, certains également pourront venir sur scène avec le micro activé et ou avec la caméra pour que vous puissiez, enfin qu'on échange entre nous, que vous me parlez de votre problématique, vous nous parlez de votre problématique et qu'on puisse y répondre et voilà, s'enrichir tous mutuellement. Ok. De retour, j'ai donc le problème technique. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Moi, je vois ton écran. Ok, je vais le mettre en pleine... Okay. Voilà. C'est bon? Le partage fonctionne? Ok, on peut commencer. C'est bon. Donc, une petite introduction évidemment pour entamer cette heure d'échange et de réflexion autour de cette thématique. Donc, nous sommes deux aujourd'hui sur scène, donc du coup de la société DigiWin. Donc moi-même, Philippe Serre, donc directeur conseil et expert de la Digital Workplace depuis maintenant 13 ans. Donc, je vous accompagne dans vos réflexions et votre stratégie pour le déploiement de Digital Workplace. Et je suis donc accompagné de Marie. Donc, enchantée, Marie Briand, je suis consultante digitale, donc chez DigiWin. Et également, je suis spécialisée dans la conduite du changement. C'est-à-dire que j'interviens à 2 niveaux, majoritairement sur la partie AMOA, donc dans ma vision conduite du changement pour bien récolter les besoins des utilisateurs, mais à la fois de façon cohérente pour l'entreprise, et également donc pour vous accompagner sur le cadrage stratégique de la conduite du changement. Ouais. Rapidement sur notre société, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc DigiWin, l'agence digitale du groupe TRSB, une société donc, qui a 25 ans d'existence, maintenant 26 peut-être en 2021. On est partenaire historique de Gelios avec 15 ans cette année de partenariat et de projets communs. Donc on vit l'aventure Gelios depuis maintenant très longtemps. On a donc un centre d'expertise, un centre de services dédié justement en technologie Digital Workplace avec des collaborateurs certifiés, formés et aguerris à la solution Gelios. Et donc, on accompagne nos clients sur le déploiement de solutions numériques, mobiles, Internet, intranet, et notamment Digital Workplace, donc plutôt lié à intranet et solutions collaboratives. Nos compétences, donc notre vocation, c'est d'avoir un accompagnement de bout en bout et donc 360 dédiés à Digital Workplace, avec les compétences indispensables pour bien mener un projet de ces enjeux, pour répondre aux enjeux de ce tel projet. Donc de la MOA, comme le disait Marie, pour le recueil des besoins, la conception et la stratégie, des équipes UX/UI, donc graphiques et dédiées à l'expérience utilisateur, qui tiennent compte notamment des parcours, des personas, de la réflexion, accessibilité, donc RG2A.
On va travailler également sur le contenu, donc sur le fond et la forme des contenus, donc définir une stratégie de communication, la charte éditoriale ou encore accompagner à la rédaction de contenu web. On va également travailler sur le change, donc l'accompagnement au changement, comme vient d'en parler Marie, pour former, conseiller, définir la stratégie de changement liée aux nouveaux usages et aux nouvelles pratiques amenées par cette technologie qui est la Digital Workplace. On en reparlera par la suite. Enfin, une casquette plutôt historique, une partie plutôt technique, où on est donc des intégrateurs, on a des compétences sur l'intégration Gelios et d'autres technologies, avec des développements sur mesure, et également, on est équipé, on est une société qui est une ESN, donc avec des anciennes compétences techniques, et on accompagne également sur le build et le run, donc sur la partie TMA. Parmi nos clients, on a beaucoup de collectivités. On est un panel qui nous amène à avoir 50% de secteur public et 50% de secteur privé. On accompagne notamment de la RATP, la Société Générale ou encore des départements comme le département de Loire-Atlantique ou de la Gironde ou des régions comme celle des Pays de la Loire ou la Nouvelle-Aquitaine ou encore les Hauts-de-France. Voilà pour la présentation rapide de DigiWin. On sera ravis d'aller plus loin dans la présentation sur nos compétences, nos savoir-faire avec vous plus tard si vous le souhaitez. Alors, pour commencer ce webinaire et pour rentrer dans ce bain, je vais vous fournir quelques chiffres. Alors, comme vous le savez tous, on a connu il y a 1 an, on a connu le télétravail forcé. Et il y a eu un pic, en fait, sur le nombre de télétravailleurs, qui était donc au nombre de 40%. Et si on compare à avant, c'est 12%. On a également 78% des organisations qui sont équipées d'un intranet, mais avec des outils obsolètes, disparaître également, donc difficile à retrouver la bonne application. Si je reviens rapidement sur la définition d'un intranet, on verra par la suite, c'est le cœur quand même du sujet, c'est une plateforme interne dédiée majoritairement à la communication interne. On a également 37% des utilisateurs qui ont des difficultés à trouver un document dans leur écosystème. Alors, soit le document, il n'est pas forcément à jour, soit il est positionné dans un autre endroit, soit également le collègue l'a placé dans un autre endroit, donc soit dans un serveur, soit dans un mail, soit sur son PC, etc. On verra aussi les autres typologies de stockage qui existent. Et également, 79% des échanges se font par mail. Ce qui peut sembler beaucoup alors qu'on détient un intranet. Alors, suite à ce constat, on peut voir qu'il y a des multitudes des outils et de médias de communication, à la fois ce qui a été fourni par l'entreprise, mais également ce que les salariés, en fait, se sont emparés, notamment lors du télétravail, pour continuer à travailler par la suite et communiquer quand les personnes sont à distance. De plus en plus, c'est une difficulté également à retrouver l'information, comme j'ai pu vous le dire, et donc d'autant plus avec l'arrivée de nouveaux outils de communication qui multiplient en fait les canaux et qui peut brouiller également l'information. Et en plus, l'impact qu'on peut avoir, c'est l'impact psychologique des salariés. À la fois, donc, on a pu voir, il y avait un certain stress déjà avec le télétravail, mais également, il y a aussi une façon de travailler différemment, avec un accès à l'information qui était différente, voire également de nouveaux outils qui peuvent impacter sur les notifications. Enfin, voilà, il y a différents éléments qui ont fait quand même que ça a perturbé quand même le travail au quotidien du collaborateur. Alors, comment ça va se dérouler ce webinaire? Donc, on va vous présenter les fondements d'une Digital Workplace. On va également la définir avec des cas précis. On va vous conseiller au fur et à mesure sur les bonnes pratiques organisationnelles et digitales. Et on va vous présenter 2 cas clients concrets afin que vous puissiez vous visualiser un peu plus ce que c'est une Digital Workplace et ce que également une Digital Workplace en fonction en fait des besoins de l'entreprise. Et comme je vous avais dit, il y aura également donc des sondages et vous pourrez donc à travers le chat parler et également vous pourrez intervenir sur cette scène. Donc si on revient donc sur le premier sondage que vous allez voir apparaître sur le côté. Donc avant le premier confinement que donc tout le monde a pu connaître l'année dernière, diriez-vous que votre environnement digital était plutôt complet, bien organisé et prêt au télétravail, fonctionnel pour réaliser quelques tâches à distance, mais avec des outils pour autant manquants, ou qui soient pas du tout adaptés en fait à votre travail à distance.
je vais en fait démarrer le sondage adéquat. Pour revenir, pendant que vous réfléchissez et que vous répondez au sondage, pour revenir un petit peu sur les premiers chiffres, lors de la table ronde hier qu'on a pu sur laquelle on a participé, notre client, la CPM de Paris, disait qu'avant avant la mise en place d'une Digital Workplace, et on verra par la suite comment, ils avaient fait un sondage et leurs collaborateurs mettaient également environ une heure par jour à faire de la recherche. Donc on a parlé de pourcentage, 37% d'utilisateurs qui avaient des difficultés à retrouver un document, mais il y a aussi le temps à passer. C'est pas parce que peut-être dans notre société où vous pouvez rechercher facilement. Par contre, pour le temps passé pour rechercher, peut-être également long. Donc ça, c'est vraiment des constats qu'on a chez nos clients, des indicateurs comme ça, qui montrent que une organisation peut être complexe parfois d'une vision utilisateur. Alors, il y a des nouveaux arrivants, j'ai pu voir. Donc là, on réalise un sondage pour savoir comment était votre écosystème avant le premier confinement. Donc, n'hésitez pas à répondre. On a 9 répondants. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que la réponse B, donc il y a 70% en tout cas des personnes, des entreprises qui avaient un environnement fonctionnel pour réaliser quelques tâches, peut-être avec difficulté en fonction également du réseau, en fonction des accès qu'on va voir, mais avec des outils manquants. Je voulais savoir si parmi vous, comment vous avez fait justement pendant les premiers jours, pendant les premières semaines de télétravail, comment vous avez fait pour continuer à travailler. Est-ce que vous avez connu une baisse d'activité? Potentiellement, c'est arrivé à tout le monde. Mais voilà, comment l'entreprise s'est engagée à mettre des choses en place et également comment les salariés eux-mêmes ont continué à travailler. Donc, voilà. N'hésitez pas donc à travers le chat de répondre, ou si quelqu'un veut lever la main, si vous passez le curseur sur l'écran, vous pouvez voir qu'on peut lever la main pour intervenir. Et donc, vous pouvez allumer votre micro si vous le souhaitez. Non? Personne? Ok. On aura l'occasion d'échanger par la suite. Effectivement, donc l'idée, c'est de partir d'un constat. On voit une personne qui a été Eric, donc qui dit quelques semaines avant une baisse de productivité avec Teams qui a été lancée assez vite. D'ailleurs, Eric, est-ce que auparavant, vous avez Office 365 dans votre écosystème et que Teams était existant, mais pas forcément utilisé? Non, on m'entend? Oui. Oui, très bien. Non, donc on était en phase de déploiement du programme Office 365, mais vraiment au tout début. Et donc voilà, le programme s'est accéléré suite au confinement. Mais l'outil n'était pas vraiment implanté avant. On n'était pas prêt avant la crise. Effectivement, c'est ce qu'on va voir, c'est que merci d'avoir participé et d'avoir répondu. Et effectivement, vous confirmez un peu ce que nous on constate sur le terrain, c'est que au départ, on va dire en 2019, lorsque un client nous appelle, on est dans une situation en termes de communication, de flux de communication, on a avant tout une communication institutionnelle basée sur 2 principaux vecteurs qui sont un intranet, qui est parfois donc peu utilisé, vieillissant. Des fois, on rencontre même le terme d'obsolète dans certains cas, ou en tout cas qui est vraiment dédié à une communication très descendante de la direction vers les équipes, ou des directions régionales vers des équipes plutôt régionales, ça dépend de la dimension des sociétés, mais en tout cas vraiment descendante, quelque chose qui est du push descendant, avec de la newsletter qui fait encore office de canal attendu par les collaborateurs. Mais voilà, on a 2 vecteurs principaux de communication, 2 canaux, l'intranet et la newsletter pour la communication institutionnelle. Autre flux d'informations, c'est celle qui est sous format documentaire, donc la GED, la gestion documentaire. On arrive dans des sociétés où on a différents cas. Là, soit on est équipé d'un système de GED plutôt ancien, des logiciels de GED qui sont apparus, des types Alfresco, des types Nuxeo, des choses un peu comme ça qui ont été pensées plutôt dans une orientation archiviste de la GED,
plutôt que collaboration, que partage facile et accès. On est là pour du classement, de conservation, ou encore, et c'est très souvent le cas, je dirais même majoritairement, je pense qu'on est pas loin des 95%, des organisations où le document passe par les serveurs partagés, hein, les Z, le partage, le T, le N, selon les lecteurs réseau, selon les sociétés. Ils ont tous leur nom interne et ça fait partie de l'identité de la boîte souvent. Mais on arrive dans cette condition-là, la gestion documentaire est encore à plat, soit dans un logiciel plutôt vieillissant, pas très pratique, ou encore dans des lecteurs réseau du type Windows. La communication directe, celle que j'entends, la communication d'équipe, et personnel. C'est-à-dire on descend au plus bas niveau de la communication. On l'a vu, 79% des échanges passent par mail. Et effectivement, on arrive dans des sociétés où le mail est le principal vecteur de communication avec le téléphone. On a besoin d'échanger avec quelqu'un, on prend son téléphone, on l'appelle, on envoie un mail, on met la terre en copie, on met beaucoup trop de gens en copie. Bref, on passe du temps à communiquer de manière indirecte finalement parce qu'on ne sait plus trop. La communication d'équipe, elle, nous manque. C'était la communication physique, la réunion. On était content de se retrouver. On critiquait la réunionnite, mais aujourd'hui, ça nous manque peut-être encore un petit peu. Quand il y avait des discussions d'équipe, de groupe, c'était la réunion, on se retrouvait, il y avait notre support PowerPoint, on attendait les gens, ils arrivaient en retard, ils venaient à l'heure, on échangeait, il y avait ceux qui écoutaient plus ou moins bien. En tout cas, c'était les vecteurs de communication. Tout ce qui est flux d'informations métiers, hein, ce qui est lié au business, ce qui est lié vraiment au flux de production du quotidien, les applications métiers, c'est là où la transformation digitale est d'abord arrivée. Hein. Tout s'est informatisé depuis très longtemps. On a des logiciels qui sont soit logiciels lourds installés sur notre poste, soit qui sont accessibles déjà sur des solutions en ligne, sur des solutions soit internes, soit sur le cloud, ou encore des solutions qui sont sur des vieux navigateurs, où vous êtes dans une phase où vous pouvez utiliser un Internet Explorer pour utiliser telle application et pas un autre navigateur, sinon ça ne fonctionne pas. Toujours est-il que c'était le canal le plus déjà prêt dans la transformation digitale. Et enfin, le dernier flux d'informations qu'on rencontre, sur lequel on échange, c'est les processus dématérialisés. Les demandes du quotidien, les demandes de congés, demandes de véhicules, les demandes de prêts, les demandes de location, de matériel, etc., qui font la vie d'un salarié. Il y a des demandes à faire, hein, ça passe par là, ça connaît ce quotidien RH notamment. Et celle-ci était soit sous format Word, soit sous format papier quand on arrive dans les boîtes. Donc ça, c'était le 2019, le cas le plus classique. Ça fait peut-être un peu cliché sur certains points, mais il y a toujours des exceptions. Mais si on doit tirer un portrait, c'est ce qu'on rencontrait nous en 2019. Donc, on arrive dans un écosystème qui est déstructuré. En règle générale, chaque service, chaque entité, chaque flux est travaillé de manière informatique, oui, de digital en cours, peut-être pas encore, et c'est difficile pour l'utilisateur. On a une jungle applicative et organisationnelle, on passe du temps, on n'est pas hyper productif dans la recherche d'informations et les échanges d'informations. Donc l'accès aux applications est lié avec une vision très informatisée, et l'accès à l'information générale, elle dépend de beaucoup de canaux, et il y a beaucoup d'endroits où la chercher. Voilà, donc on est sur vraiment un écosystème hétérogène qui n'est pas évident tous les jours pour l'utilisateur et un peu frustrant. Les symptômes, j'en ai parlé, hein, quand on est on nous appelle pour travailler sur la Digital Workplace, on a avant tout un intranet avec peu de visiteurs. La communication notamment passe par mail, il y a encore les tableaux d'affichage, il y a beaucoup de choses qui existent, mais en tout cas l'intranet est obsolète et vieillissant avec peu de visiteurs. On en a parlé, le mail et les appels téléphoniques sont les plus grands vecteurs de partage. Beaucoup de réunions répétées, parfois improductifs. On a du mal à trouver des documents, ou en tout cas de l'information, on passe beaucoup de temps à la rechercher quand on arrive à la trouver. Et les salariés jonglent entre les onglets, les applications pour travailler. Donc ça, c'est une situation qu'on a tous connue, je pense, en tout cas en 2019. Et comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur, il y a des outils comme Office 365 qui sont arrivés. Et c'est là, effectivement, qu'on a changé de situation en 2020 avec la mise au télétravail forcée et l'arrivée de nouveaux outils. Oui, alors je reprends. Et d'ailleurs, c'est une situation en fait que donc, tout le monde a connue, et ça reprend également les différents messages que je vois dans le chat à droite. Donc le plus long fut de bien qualifier l'infra sur laquelle nous avons déployé la Digital Workplace, en respect des contraintes de confidentialité des données pro sensibles
ce qui excluait pas mal de solutions du marché. Teams met le bourson dans la gestion documentaire, mais pour autant, quand même, la Covid était un accélérateur pour l'adoption. En tout cas, ça tombe dans le mille, justement, dans la présentation qu'on va vous faire par la suite. Alors, comme dans un premier temps, évidemment, il y avait la sécurité et également donc l'infra, bien évidemment. Alors, la chose, c'était à la fois de chez soi avoir accès au réseau de l'entreprise, tout en étant donc en dehors du réseau de l'entreprise. Donc, à la fois l'ouvrir, mais le fermer, en tout cas le sécuriser. Le service DSI a beaucoup travaillé donc, sur le VPN, également donc, sur l'infrastructure. Et donc pour avoir accès à tout l'écosystème du collaborateur. Alors le mail a toujours existé, pour autant on avait besoin d'avoir quand même de l'information un peu plus punchy, en tout cas voilà, donc il y a beaucoup des réseaux sociaux d'entreprise qui sont apparus, qui a permis de donner donc de descendre d'informations de façon beaucoup plus donc punchy et agréable. Et également ça donnait aussi une dimension autre sur la communication institutionnelle qui était souvent très descendante. Là, le collaborateur, lui qui était assez isolé, qui pouvait peu parler, en tout cas à ses collègues, à l'entreprise. Le réseau social d'entreprise permet de fournir donc de nouvelles fonctionnalités beaucoup plus collaboratives. Donc par exemple pour aimer un commentaire, un article, pour commenter également un article, identifier. Et également un réseau d'entreprise, il doit vivre, être beaucoup plus humain, en tout cas si on met des noms aux salariés et une photo aussi aux salariés. Ouais. Effectivement, ce qu'on a constaté, c'est que ceux, par exemple, qui sont passés sur Office 365, il y a la brique Yammer qui est arrivée, par exemple, pour commencer à discuter différemment. Si l'intranet n'était pas accessible, on l'a rencontré beaucoup, même malgré, on en a parlé, il y a eu les mises en sécurité, l'installation des VPN, ça a pris un certain temps chez chacun de nos clients. Et on a remarqué qu'ils sont passés par d'autres choses qui sont plutôt en cloud, les flux Yammer, les flux Google, d'autres flux comme ça, orientés réseau social d'entreprise pour descendre pour pouvoir continuer à communiquer. Le mail était omniprésent, la communication passait de manière omniprésente par le mail, la communication directe, on en parlera par la suite, enfin Marie en parlera, mais en tout cas, dans certains cas, s'il y a un réseau social qui a été mis en place, il s'est mis comme ça sur des solutions qui sont arrivées comme ça du marché, Office 365 et Google notamment. Et également aussi, il y avait la communication qui était aussi à différents niveaux. À la fois, il y avait une communication qui était plutôt globale pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. Puis après, c'était aussi en fonction de différentes directions, en tout cas en fonction du découpage organisationnel de l'entreprise, et également aussi à l'échelle de l'équipe. Donc vraiment, à partir de cet écosystème, donc le réseau social d'entreprise, on peut plus cibler l'information et devient également beaucoup plus pertinente pour le collaborateur qui capte moins d'informations non essentielles pour lui. Et donc aussi ce qui limite la surcharge de travail. Théoriquement, mais comme ça on va voir par la suite, il y a aussi l'outil technique, je vais dire comme ça, qui s'installe dans l'écosystème, mais il y a également tout le cadrage organisationnel, usage et lié à la communication. Également la partie gestion documentaire, donc il y avait également le partage d'informations via cloud. Donc je pourrais dire par exemple Dropbox pour partager un document. Ça arrivait. Dans quelles conditions? C'est quand en fait soit le document était trop lourd, soit en tout cas le réseau partagé était peu ou mal paramétré en tout cas via le VPN. Donc beaucoup de salariés se sont aussi optés d'un outil tierce du marché, ce qu'on appelle souvent aussi le Shadow IT. Shadow IT, c'est des outils qui ne sont pas qui ne sont pas du tout reconnus par le service DSI, qui n'est donc pas configuré et qui peut avoir des gros problèmes de sécurité et de fuite d'informations, de fuite de données. En tout cas, voilà, c'était vraiment le constat où on a vu quand même qu'il y a beaucoup de salariés, à l'instant T, qui se sont débrouillés pour partager de l'information via des Dropbox, par exemple. Sur la communication directe, donc comme tout le monde était à distance, en tout cas, on a eu un télétravail aussi hybride. Ce qu'on appelle, c'est qu'il y a soit il y a des salariés également qui sont en présentiel, soit également en fait il y a des salariés donc chez eux en télétravail. Donc soit on communique entre deux personnes qui sont en télétravail, ou soit avec des équipes qui sont à la fois en présentiel et en télétravail. Donc pour s'équiper de ça, en tout cas pour continuer à échanger, on a eu la visio, donc Teams par exemple, il y a eu Skype.
Là, c'est plutôt les Skype apéro. Mais il y a également Zoom qui a connu un fort élan lors de ce télétravail, de ce confinement. Donc voilà, il y avait la visio qui a permis donc d'accélérer les usages et la découverte également de d'autres outils du digital. Visio, mais également je parlerai du chat qui a été aussi un outil beaucoup utilisé. Donc chat, soit c'est l'outil officiel, soit c'est Teams qui fait son fonctionnalité, soit également c'est WhatsApp. En tout cas, voilà, WhatsApp qui reste toujours un outil du Shadow IT. Mais voilà, on a pu constater qu'il y avait différents outils liés aux échanges instantanés. D'ailleurs, le chat, j'ai un petit point à appuyer dessus, c'est que lorsque j'ai fait mes conseils d'AMOA pendant cette phase de confinement, qui a été dans un certain cas, dans certaines possibilités assez opportun, justement parce qu'en fait, ça permettait de maturer en fait le cahier des charges et également de mettre en avant de nouveaux usages du futur proche. Donc, souvent les entreprises étaient assez frileuses du chat. Parce qu'ils se disent que le chat, en fait, les personnes vont parler, communiquer pour ne rien faire, pour critiquer le patron, par exemple. En gros, l'arrivée du chat, on dit que les outils, en fait, tout le monde a un portable sur soi, tout le monde peut communiquer déjà pour parler, échanger avec son autre collègue. Donc ça, en fait, ces fonctionnalités-là, si les gens ils veulent critiquer, entre guillemets, ils peuvent toujours le faire. Après, si vous mettez un chat de façon beaucoup plus officielle dans une entreprise, on voit que c'est un réel besoin du salarié quand même de pouvoir communiquer en instantané par message au lieu d'éviter le mail ou le téléphone. Et que, en fait, si on cadre les usages, à partir de là, en fait, le salarié sera beaucoup plus cadré et respectueux. Et puis, il peut avoir aussi une certaine crainte que le DSI, en fait, voit les messages échangés. Donc, à partir de là, moi, je préfère lever le frein de ce chat. Les applications métiers, elles continuent à exister si le VPN est cohérent et bon. Et puis, il y a également les processus dématérialisés qui continuent à vivre. Et comme Philippe disait, dans le processus, on a également donc la pause de congé qui se fait dans certaines entreprises, soit par papier. Du coup, en fait, elle a été dématérialisée par le mail, par exemple, ou en fait, l'entreprise s'est dotée d'une application métier spécialement dédiée au RH, donc à la pause de congé. Donc, ce qu'on peut voir que les nouveaux outils de communication ont été une solution à cet instant T. Ils ont permis de continuer à communiquer, à échanger. Mais pour autant, on est quand même sur une base, la même base qu'on a pu connaître avant le confinement, et on vient ajouter encore d'autres outils, des outils que l'entreprise a pu ajouter, que les outils que le salarié a pu même ajouter, mais aussi les autres salariés ont ajouté. Donc, ça veut dire qu'il y a encore une multitude d'outils qui arrivent. Donc, c'est pas forcément structuré et organisé. Voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, quand vous êtes intervenu, monsieur, ou dans le chat, quand on est passé à Office 365, Teams a apporté plus de problèmes dans certains cas pour le rangement, pour l'accès aux documents, que finalement, c'était une solution, c'était un outil performant, qui est très pratique, par contre, qui ne structure pas. Là où avant, on avait des documents dans un répertoire, aujourd'hui, on a des documents dans un mail, dans un répertoire et dans Teams. Donc, comment on fait pour organiser tout ça? C'est ce qu'on va essayer de voir par la suite. Les symptômes, hein, Marie, tu en as parlé. On n'a pas, il y a plus d'applications en fait. Le Shadow IT, c'est-à-dire des applications, comme tu l'as dit, qui sont arrivées, qu'on sont mis personnellement. Donc on est dans une même base, avec plus d'accès ou moins d'accès à les applications selon la situation. En tout cas, on n'a pas résolu le problème, on a résolu des problèmes ponctuels et sur certaines fonctionnalités. Alors, deuxième sondage. À présent, êtes-vous plutôt équipé d'outils collaboratifs et communicants? Alors, je vais démarrer le sondage. Alors non, j'échange surtout par mail et par répertoire partagé, soit sur Office 365 et notamment Teams avec la visio et les fonctionnalités de chat, Google Suite, Jalios, bien évidemment, Slack ou d'autres outils. Si vous mettez autres, est-ce que vous pouvez également les lister dans le chat? On vous laisse encore 15 petites secondes pour répondre à ce sondage. Sachant qu'il me semble également qu'on peut répondre à 2 réponses à la fois, ce qui serait intéressant d'ailleurs, à savoir quand même que Jalios intègre également des outils d'Office 365 et de Google Suite. Ok.
Alors, ce qu'on peut voir, c'est que ici, on est dans un salon Jalios. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont déjà Jalios, CG Plateforme. Les gens également ont Office 365, ce qui peut paraître assez cohérent parce qu'on connaît tous Word et Excel de façon historique, donc c'est juste le niveau supérieur. D'accord. Et est-ce que vous pourrez dire que c'était suffisant pour vous, ces outils, ou pas? Je vois quelques réponses. Autres? Ok. Et maintenant, avec ces nouveaux outils que vous avez, suite au confinement, est-ce que vous direz que mes collaborateurs pensent travailler plus efficacement avec ces nouveaux outils, rendant pour autant obsolètes mes référentiels habituels? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les nouveaux outils sont bien, mais les anciens, en fait, vraiment, ils sont perdus. Être encore perdu dans les nouveaux outils et passer plus de temps à chercher l'information à cause de cette multitude d'informations. Ou pour autant, en fait, que vous avez les anciens outils, les nouveaux outils, et que vous avez bien dispatché, en tout cas, sur la communication, que voilà, les référentiels existants cohabitent bien avec les nouveaux outils. Okay. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, les sondages se battent en duel, mais qu'ils continuent à passer plus de temps. Ce qui est également agréable de voir, c'est que dans un second temps, que les usages ont été clairs. Ce sera assez intéressant pour la troisième réponse, les gens, comment vous avez fait justement pour bien expliquer les outils qui peuvent cohabiter? Ok, je vois aussi qu'il y en a qui sont entre A et B. Donc ce qu'on rencontre, c'est qu'on est vraiment dans une phase de transition et on a différents cas, effectivement. Nos clients, nos sociétés qui ont intégré ces nouveaux outils et se sont rendus compte qu'il y avait un gap technologique et d'usage à faire avec ces nouveaux outils type Teams qui est arrivé pour le chat, pour la vidéo, pour la collaboration instantanée et qui ont dit voilà, c'est par là qu'il faut aller, maintenant on fonce dans ce genre de technologie, ou encore d'autres qui ont dit voilà, on a des nouveaux outils qui arrivent et les référentiels sont clairs. Vous utilisez Teams dans tel cas, c'est temporaire, ou alors c'est fait que pour le partage instantané, mais vous avez toujours vos existants qui sont là et vous pouvez toujours y accéder. Ce qu'on va quand même réfléchir, c'est en quoi une Digital Workplace peut apporter comme réflexion solution. Comment on peut apporter plus de clarification dans cette réflexion. Alors, là, j'ai pas accès au chat, malheureusement, là, je suis limité là aujourd'hui techniquement. Est-ce qu'il y a des compléments à apporter par rapport au chat, Marie? Alors, ce que je vois, c'est que plusieurs outils différents avec un SSO pour répondre à une identification unique pour les plusieurs plateformes web. Alors oui, ça c'est le cas, pour travailler vraiment dessus, ça va simplifier également l'expérience utilisateur. Le problème est d'avoir subi le déploiement de Teams, le cadrage vient petit à petit, bien évidemment aussi. Oui. Effectivement. Donc, juste quelques mots, qu'on parle tous de la même réflexion, parce que Digital Workplace, en fonction des interlocuteurs, en fonction des personnes que vous n'avez pas forcément la même définition, et on tenait à vous la définir. Durant les conférences qu'on fait ou les échanges qu'on peut avoir avec différents éditeurs, d'autres, chacun a un peu sa définition. Donc voilà, nous, notre définition chez DigiWin, comment on l'aperçoit d'une Digital Workplace. Donc c'est effectivement un point d'accès unique à l'information profilée. Donc c'est quand même d'avoir un référentiel d'accès qui tient compte de mes droits, de mon profil, de mon activité, qui me permet d'accéder avant tout à mes applications du quotidien, donc via des connecteurs, on le verra par la suite, mais qui tient compte de ma productivité et du business, donc qui est lié là avant tout, qui a une vocation d'être productif, travailler vraiment dessus, avant d'être communicant. Troisième point, c'est de pouvoir faciliter la recherche, notamment côté GED, en créant des référentiels, projets ou documentaires. On est là, c'est ce qui de travailler donc en gros sur les faiblesses des systèmes, des schémas qu'on a vus auparavant. C'est de conserver ce qui fait notre vie quotidienne, donc les applications du quotidien, et de faciliter la recherche. Et enfin, amener et faciliter la collaboration et la communication autour de mon travail. Donc ça, c'est notre définition à nous. Pour ça, il faut s'appuyer sur 4 piliers.
pour être efficace. Donc, je l'ai dit, de la productivité, de la collaboration, de la communication, pour amener de la capitalisation. Donc, c'est-à-dire pour vraiment faire en sorte que notre productivité, donc améliorer son travail en améliorant les flux, en ayant des applications accessibles en tout point, en mobilité, chez soi, sur site, conserver vraiment le même accès, quel que soit mon contexte technique, en fait, c'est important. Également, pouvoir peut-être mieux travailler sur ces applications, avoir des informations plus rapides. On n'est pas fort, c'est-à-dire, on verra des exemples par la suite, mais pouvoir se connecter ou faire des actions rapides depuis une interface qui ne nous pollue pas. Voilà, en termes d'information, éviter l'infobésité. La collaboration, c'est le nerf de la guerre, évidemment. Disposer d'espaces de travail partagés, communs, d'échanges instantanés ou sur du long terme. Voilà, ça fait partie de la Digital Workplace. On en a besoin. C'était accentué avec le télétravail, mais le collaboratif est au cœur de la transversalité et des enjeux. Communiquer mieux. Moins diffuser par mail, plus échanger de façon directe et moins polluante, plus efficacement, entre collègues, entre équipes, de manière descendante ou transverse. Dans un but de capitaliser, que le savoir-faire soit conservé et facilement accessible, favoriser l'intelligence collective et donc la productivité. Échanger, c'est bien, mais si on peut conserver, c'est pour ça qu'on apprécie évidemment le format mail, c'est qu'on peut rechercher dans le mail et retrouver de l'information. C'est la même chose, on doit conserver ce savoir-faire, cette façon de faire, de pouvoir conserver des échanges, écrire des savoir-faire, les partager pour que les sociétés puissent continuer de croître et de faire du développement. Comment construire Pardon, oui Marie. Ça permet également de fidéliser le collaborateur, parce qu'il travaille dans un écosystème, dans un environnement assez agréable et fluide. Voilà, quand on a un système qui capitalise, l'intégration des nouveaux arrivants est plus simple, la montée en compétences est plus simple, et donc finalement, ça joue sur le savoir-faire du quotidien, et donc la fidélisation des collaborateurs. Donc comment on conçoit une architecture d'information, vraiment du point de vue information, dans une Digital Workplace. Vous en avez parlé tout à l'heure dans le chat, et j'en ai parlé, donc c'est avoir effectivement un point d'accès unique, d'avoir un référentiel. On sait que le matin, on se connecte, on va avoir un portail qui nous permettra de retrouver ces informations-là. Il y avait l'intranet qui faisait un peu cet office avant, mais on a vu que l'intranet était souvent un petit peu désuet et obsolète dans certains cas, ou était orienté uniquement communication, aux mains des services de communication. L'idée, c'est de conserver ce savoir-faire, d'avoir un référentiel en tête. J'ouvre mon navigateur, je me connecte à un point d'entrée unique, et c'est celui-ci qui va me permettre de rentrer derrière sur d'autres sujets. Ça peut être une application comme Teams, ou un portail plutôt type Gelos. Le SSO, hop là, voilà. Et le petit cadenas en haut à gauche représente ça. Évidemment, le SSO. Limiter l'accès, les demandes de login, de mot de passe, favoriser l'identification unique. C'est un critère, c'est un prérequis à toute mise en place de projets de type Digital Workplace. Il faut pouvoir simplifier la connexion pour les utilisateurs. Ce point d'accès unique nous permettra également d'être profilé. Je m'authentifie, je m'authentifie de manière automatique et transparente. On sait que je suis Philippe Serre connecté, que mon job, ma société, et que j'ai ça, que mon métier, c'est ça. Ça permettra de profiler tout de suite l'information. L'accès à mes documents, l'activité de mes collègues, mes projets. De ne pas avoir de messages d'erreur qui me disent non, vous n'avez pas le droit des messages qui me disent d'informations qui ne me concernent pas. Du profilage. Point d'entrée également pour faciliter l'expérience utilisateur, c'est le moteur de recherche global, pour gagner du temps. Je perds du temps à rechercher un document, ça veut dire qu'il faut que je puisse avoir un moteur de recherche transverse, global, qui permet de me retrouver l'information et les documents de manière pertinente. Ça, c'est la base, c'est le fondamental d'une Digital Workplace. Rechercher facilement, être profilé, authentifié de manière transparente grâce à un portail d'accès unique. Et que celui-ci soit accessible en interne, évidemment, et en externe de sa société pour pouvoir, ou de manière en tout cas sécurisée, pour pouvoir être accessible en télétravail, en déplacement, sur mobile, voilà, quel que soit le support. Le premier point d'entrée, c'est de pouvoir, via cette application, avoir un accès aux applications et au processus dématérialisé simple. Soit
comme le propose Gelios par exemple, un lanceur d'application, c'est-à-dire un référentiel de mes applications qui tient compte de mes droits. Je clique sur l'application, je suis automatiquement logué, je n'ai pas besoin de me réauthentifier. Soit directement avec des intégrations d'applications dans cette Digital Workplace, afin d'avoir uniquement un ensemble d'applications intégrées, sans forcément besoin de passer par un autre outil. Les processus d'être maximum dématérialisés et automatisés à travers la Digital Workplace. Cette Digital Workplace va également se constituer de référentiels, notamment documentaires. Ça peut être d'autres référentiels métiers, mais en tout cas, doit permettre d'avoir accès à un référentiel à jour. Cette GED, directement intégré à la Digital Workplace ou un accès directement à la Digital Workplace, puisque le moteur de recherche va permettre une recherche dedans et on doit pouvoir avoir ce référentiel. Donc là, ce n'est pas un travail technique, c'est un travail vraiment d'organisation interne de la documentation, de nomenclature, de rubricage de l'information et d'animation, d'organisation, de gouvernance de ce référentiel ou de ces référentiels. Vient ensuite la brique collaborative, qui va avoir deux objectifs. Mieux travailler en équipe, mieux travailler en service ou en unité, ça dépend de l'organisation dans laquelle vous vous trouvez, avec les outils de collaboration instantanée. Donc du visio, du chat, de l'échange, mais également du travail sur du plus long terme, sur des capitalisations, des forums, des wikis, de la base documentaire, etc. Les murs d'activité, qui vont permettre de retrouver l'historique et de conserver le savoir-faire au sein d'équipes. En règle générale, ce qui est produit dans les espaces collaboratifs, dans les espaces de travail, doivent permettre d'alimenter un référentiel plus général, plus public, entre guillemets, même si on peut mettre des droits, évidemment, dans tout ça, pour qu'il soit automatiquement mis à jour. On utilise des documents du référentiel, on travaille dessus, on les modifie de manière collaborative, instantanée ou sur du long terme, et une fois que le travail est accompli, on les reverse dans un référentiel pour qu'ils resservent à la suite. Donc là, c'est toute une gouvernance humaine à mettre en place et des bonnes pratiques à mettre en place pour que ce flux soit quand même plus ou moins automatisé. Enfin, on s'appuie toujours sur l'intranet, il faut de la communication. Par contre, on fait une communication plus moderne. On continue à travailler sur un intranet communicant, descendant. On appuie toujours sur la newsletter, c'est toujours un bon canal, c'est un canal qui est efficace de pouvoir communiquer, mais il est alimenté par non seulement des articles de communication de l'intranet, mais également par peut-être des notifications, des nouveautés qui sont issues de la brique collaborative, des référentiels, voire même des applications ou des processus, si c'est possible. On crée une newsletter qui devient beaucoup plus personnelle et ciblée. On réfléchit en termes de cible et non plus en termes de communication. On intègre de la vidéo, on intègre des formats nouveaux dans ces canaux de communication pour relancer la communication et la moderniser. Donc c'est un chantier énorme, évidemment, quand on voit ça comme ça un petit peu de loin, mais pas à pas, tout ça se construit et on arrive à des solutions plutôt pertinentes. On peut tout ça également ajouter plus de transversalité avec une brique RSE qui va permettre de communiquer de manière plus directe entre équipes, entre personnes et faire remonter du feedback utilisateur au niveau des instances gouvernantes de cette Digital Workplace. Pourquoi ? Pour dynamiser et justement favoriser l'émergence collective et l'intelligence collective du terrain. Aussi bien dans la brique collaborative que l'intranet ou le référentiel, que n'importe qui puisse commenter et échanger autour d'un document dans un référentiel documentaire, ça va permettre peut-être de favoriser sa mise à jour ou d'en construire des nouveaux, bref, de faire de l'intelligence collective. De pouvoir liker des contenus sur l'intranet, ça va peut-être permettre de monter des actualités en première et de réfléchir à des thématiques de communication nouvelles. Voilà. Ça dépend beaucoup des politiques internes. Concrètement, si on réfléchit à ces enjeux, c'est quoi ? C'est répondre aux nouveaux modes de travail, plus connectés, plus mobiles, plus de collaboration et d'instantanéité, unifier les technologies et surtout émettre de la cohérence. Réfléchir aux usages et apporter une solution technique aux usages contemporains et nécessaires. Dans le but également de fidéliser les collaborateurs. Quand on regarde les sondages plutôt RH et liés au digital, on se rend compte qu'il y a une grosse appétence, une grosse attente des collaborateurs par rapport au digital et qu'une société qui a un écosystème digital moderne et plus performant attire plus, finalement,
de collaborateurs qu'une société qui a un système informatique plutôt vieillissant. Ça, c'est lié aux nouvelles générations notamment. Et ce qu'on peut également constater, c'est que les collaborateurs, donc c'est des humains, citoyens, qui ont aussi un environnement à eux sur leur portable, par exemple, très moderne, et qui voient en fait qu'au travail, tout l'environnement digital est obsolète. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine dissonance dans tout ça. Donc, si on réfléchit maintenant avec notre partenaire Gelios, donc on peut construire ça autour d'une Digital Workplace Gelios. L'outil Gelios contient les éléments nécessaires que j'ai mentionnés plus tôt, mais l'idée également, j'en ai parlé, c'est de monter des connecteurs. Travailler la collaboration, soit avec l'outil Gelios, soit les connecter grâce au Teams. Quand on réfléchit à Teams, par exemple, on a une notion d'intemporalité très forte sur l'instantanéité. On échange, on appelle, on travaille sur un document. C'est ce qu'on fait plus tard, le plus grand des cas. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Gelios a une autre espace collaboratif Gelios, on visait le plutôt long terme. Donc les deux ne sont pas incompatibles, il faut juste réfléchir aux usages et bien segmenter l'usage. On peut aussi connecter à des outils de collaboration instantanés, par exemple de coédition documentaire, ça peut être également ça. En termes de connecteurs, on peut aller plus loin. Chez nous, on a intégré, par exemple, dans Gelios, on a des briques pour intégrer Zendesk, pour intégrer Microsoft Dynamics, pour impacter et amener du métier directement dans l'outil. Ça peut être également du SIRH. On a un client qui a amené, par exemple, juste une brique de notification issue de ses applications métiers. Quand les applications métiers, notamment du Dynamics ou du Pléiade, en l'occurrence, il y a des actions qui sont faites, on génère uniquement des notifications dans l'outil Gelios, ce qui permet à l'utilisateur non pas de se connecter à l'application, d'avoir besoin de se charger, de retrouver son environnement, mais d'avoir des actions. J'accepte, je valide, je lis, je refuse, totalement intégré à l'application pour aller à l'essentiel de l'usage. Reprendre les actions les plus fréquentes pour les amener dans la Digital Workplace, dans ce portail unique. En communication, on peut s'appuyer sur des connecteurs, notamment avec Yammer, ou favoriser la communication type Mailjet, c'est-à-dire des newsletters enrichis pour la communication. En termes de mobilité, on peut travailler, on verra par la suite, sur s'appuyer sur AWS, Azure ou des applications mobiles pour que notre Digital Workplace Gelios puisse être accessible depuis tout, partout et en toutes circonstances. La connectivité, donc l'interconnectivité, ce qui est surtout lié aux applications métiers, c'est cette capacité à pouvoir s'intégrer aux outils modernes, notamment de l'Active Directory, par exemple, pour enrichir des annuaires à jour, des référentiels d'utilisateurs, se connecter à Office 365 pour avoir notamment les connecteurs qu'on a déjà mentionnés plus tôt. On peut également intégrer, ce qu'on a déjà fait justement, j'en ai parlé, intégrer du SIRH pour alimenter et aider à profiler notamment les comptes utilisateurs, mais également intégrer des briques RH. C'est une grosse attente des utilisateurs dans les Digital Workplace, dans les intranets, c'est de pouvoir mieux suivre leur carrière RH, pouvoir faire leur demande de congé, pouvoir savoir où ils en sont dans leur congé d'ailleurs, leur compteur, d'avoir leurs documents personnels, etc., etc., ou encore pour un manager de pouvoir valider les congés. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place, des connecteurs qui sont liés à ces liés vraiment au SIRH et qui vont permettre finalement de réunir les services de direction RH et les collaborateurs à un seul et même endroit. Il y a d'autres fonctions pour être plus productif, intégrer des tableaux de bord, intégrer directement des applications dans l'outil, on l'a vu et on le verra par la suite, ou directement des outils qui étaient absents pour mieux piloter des projets, mieux organiser le travail au quotidien. La gestion documentaire, évidemment, elle peut s'appuyer sur Gelios, mais également s'appuyer sur des briques externes qui s'intègrent dans une seule et même vue, que ce soit par exemple de l'Alfresco si vous êtes sur le connecteur existant aujourd'hui, ou encore du SharePoint. Aujourd'hui, vous pouvez intégrer ces technologies-là directement dans une seule et même interface pour que les personnes puissent consulter les documents sans avoir à chercher un document et le ramener directement en consultation. Je me permets de te couper parce que ça répond parfaitement à la question d'Eric qui disait des outils comme Alfresco ou SharePoint entraînent une multiplication des sites référentiels. Quelle est votre approche par rapport à cela, etc. Nous, notre approche est donc de faire un maximum pour les intégrer directement dans un seul et même portail pour qu'on puisse aller les consulter. Donc, grâce à des développements de connecteurs. C'est pareil enfin sur la messagerie, c'est lié également à la connectivité et à la productivité, aux applications métiers.
Pour ceux qui le savent, Jalios propose un connecteur Office 365 et un connecteur Gmail qui permet d'avoir ses mails directement dans le portail de la Digital Workplace ou d'avoir des notifications Teams, ce qui permet sans avoir à ouvrir son Outlook, de savoir que j'ai des mails et d'importer par exemple les pièces jointes directement dans mes référentiels ou mes espaces collaboratifs. Cette fonctionnalité-là, elle est très très appréciée chez nos clients parce qu'on passe directement du mail, on capitalise directement, on le rapporte directement au bon endroit. Il n'y a plus besoin de passer par la table d'enregistrer en local, puis après de le déplacer, d'y penser, etc. On évite l'étape de mail local référentiel, on va directement du mail au référentiel, donc ça fait gagner déjà en termes de recherche, c'est beaucoup plus rapide, on gagne en productivité. Donc là, je vous ai présenté différentes briques fonctionnelles, différents connecteurs de ce qu'il faut faire. Pour nous, donc si je reviens sur le schéma, on en reparle, des exemples, on verra concrètement. L'objectif, c'est vraiment de favoriser un portail unique, un moteur de recherche et des connecteurs par la suite, liés notamment grâce à la technologie Jalios, pour intégrer un maximum d'applications et aux usages dans un seul et même portail. Donc, on a effectivement un autre sondage avant de passer au cas concret. Voilà. Donc, je vais réactiver le sondage que j'avais activé tout à l'heure sans faire exprès. Donc, parmi les briques que Philippe vient juste de vous citer, quelles sont celles que vous souhaitez améliorer ou ajouter dans votre organisation? Soit c'est la gestion et le partage documentaire, soit c'est la collaboration et l'échange transverse, donc le partage de documents et partage d'informations entre différentes équipes, la communication institutionnelle, la mobilité et la connectivité, ou bien la centralisation des applications métiers. Alors si vous avez d'autres briques, n'hésitez pas à le partager dans le chat. On n'a pas forcément été très exhaustif, il y a forcément d'autres briques qui peuvent être intéressantes. Donc en tout cas, ce qu'on peut voir pour l'instant, suite au sondage que j'avais activé sans faire tout à l'heure, on peut voir collaboration et échange transverse, ce qui est le nerf de la guerre, surtout quand on est à distance, et gestion et partage documentaire. En tout cas, voilà, on peut voir, c'est vraiment le travail au quotidien entre des personnes, des équipes, plus que le reste. Eh ben, on va prendre justement des cas concrets qui vont, j'espère, vous inspirer sur ce qu'on fait de clients chez nous dans cette optique-là, notamment de partage et de collaboration et de référentiel documentaire. Le premier, c'est le groupe Indigo, donc les parkings et la mobilité urbaine notamment. Projet qu'on a réalisé récemment, autour de 4 mois de réalisation, un projet qui s'était fait très rapidement, qui a une vision monde, puisqu'ils ont 8000 employés répartis dans 55 pays, et avec des statistiques de consultation aujourd'hui très fortes. Donc, Indigo Group, un projet réalisé avec une vision mondiale. Alors Indigo, si vous connaissez, donc ils sont doués sur les parkings notamment, et bien d'autres également activités. Donc ils avaient un fort besoin de mobilité. Parce qu'en fait, ils avaient des salariés qui ne sont pas forcément dans des bureaux, et certains même sont dans les parkings souterrains avec des problématiques réseau, donc auxquelles il fallait répondre. Également, référentiel documentaire qu'il fallait rassembler, à la fois pour le pays, mais également pour l'ensemble des pays. La communication, bien évidemment, entre les différents collaborateurs et encore plus donc pour les collaborateurs également en situation de mobilité. La collaboration, bien évidemment, et la connectivité à la fois pour se connecter donc sur tout l'environnement Office 365 et également donc aux applications métiers et aux applications RH qui donc sont liées à l'intranet. Voilà, donc ils étaient dans un contexte, comme on l'a évoqué plus tôt dans cette discussion, où ils avaient un système éclaté. Il y avait différents intranets qui existaient, des intranets par pays, différents sites, en fait, une base de sites intranet éclatés et multiples, en fonction du pays, en fonction de la marque, en fonction des entités, tout passé par des actualités avec des sites non unifiés. Donc il n'y avait pas cette logique d'usine à site. La documentation était répartie soit dans du local partagé dans des réseaux locaux, soit dans du SharePoint. Et tout ça, même chose, sans cohérence par pays ou par région. La collaboration se faisait sur 4 outils principaux, du Confluence pour
pour le partage de wiki, par exemple, le Trello pour l'organisation projet, du Slack pour la discussion et du Dropbox pour la documentation. Donc des outils type Shadow IT, on n'en est pas loin, notamment avec le Trello et le Dropbox, mais qui étaient nécessaires pour le partage d'informations. Et des outils métiers qui, là, n'ont pas forcément vocation à changer, évidemment, de la cartographie, de l'hypervision, de l'ADP, du Zendesk, etc., qui sont existants. Donc, ils avaient quatre grandes familles d'informations, l'actualité, la documentation, la collaboration et les outils métiers qui étaient éclatés, qui souhaitaient redonner de la cohérence d'usage. Comment ça a été organisé par la suite? Ça a été structuré autour d'un cœur Gelios qui regroupait les actualités et la documentation, avec une logique SSO, une logique d'usine à site, disponible depuis n'importe quel service et n'importe quel endroit, n'importe quel média, totalement couplé à Teams pour la collaboration d'équipe et couplé aux outils métiers pour faciliter l'accès du quotidien. Donc, c'était la logique, structurée avec un Digital Workplace qui s'appelle Inuigo, basé sur un cœur Gelios. On va le voir par la suite. Quand l'utilisateur se connecte, j'ai un effet qui n'est pas forcément parfait, il arrive sur une page d'accueil qui va lui présenter les activités et les actualités de son pays, donc la France, le Luxembourg, l'Espagne, le Canada, le Brésil, dans sa propre langue. Et il va retrouver également des actualités monde couplées avec ses actualités personnelles. Donc une communication institutionnelle mixée avec une communication locale. Il va avoir accès à un référentiel également documentaire dans la même logique. Un référentiel institutionnel alimenté pour le monde entier, dans les différentes langues, et également un référentiel documentaire lié à sa structure géographique ou sa structure de marque. Il va retrouver, excusez-moi, je peux revenir en arrière, voilà. Hop. Sur le côté, il va retrouver, bon, ça ne marche pas, l'accès directement à ces outils. Donc à du Zendesk, le nombre de tickets à traiter par exemple, à ces informations congés, et à différentes briques comme ça, direct intégrées à l'outil. La brique Office 365 a été intégrée avec Gelios, donc pour l'intégration de mail. Leurs problématiques, elles étaient notamment, quand ils sont en souterrain, dans les parkings, ils n'ont pas forcément des accès à tout, ils ont des matériels qui sont bien particuliers, donc il fallait qu'ils puissent accéder facilement à leur mail sans forcément avoir d'application mail notamment pour faciliter l'accès au réseau. Donc tout a été intégré dans la Digital Workplace. Donc à la connexion, la personne peut voir les mails qu'il a directement sans forcément besoin de se connecter à Outlook. Il a accès à ses Teams s'il est en phase projet directement, sans forcément ouvrir Teams en local ou sans avoir ouvert Teams. Il a accès directement à ses Teams favoris. Il a son agenda partagé et d'équipes qui ont été intégrés avec le module d'Office 365 et J-Calendar. Et tout ça dans une organisation technique disponible sur la terre entière grâce à AWS. Donc, on a un cœur Gelios J-Platform qui a été installé sur AWS, sur un tenant AWS, connecté au tenant Office 365 et toutes les briques nécessaires pour alimenter et créer les référentiels, notamment de l'annuaire, connecté à l'Azure Online, aux Teams, à la brique Outlook, par exemple, et également au Zendesk pour pouvoir remonter les tickets. Et ça, sur des plaques par région mondiale, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, avec des systèmes de redondance et des systèmes de diffusion, notamment pour créer l'institutionnel global pour alimenter tous les pays à la fois, sans créer de la redondance d'informations, ce qui permet d'avoir des temps d'affichage très performants et d'avoir une information qui est directement publiée. Quand il y a une alerte monde à publier, elle est publiée une seule fois et elle est consultable dans tous les pays du monde. Donc là, on est vraiment sur un projet à fort enjeu, avec des collaborateurs situés aux quatre coins du monde, avec de la technologie moderne, sur de l'AWS, donc sur du cloud, couplé à l'Office 365 avec des usages qui ont été précis et réfléchis dès le départ. Le collaboratif, c'est de l'équipe, on passe sur Teams.
la capitalisation, la communication, elle est sur Gelios, et on intègre des fonctionnalités des applications métiers directement sur la page d'accueil de l'utilisateur pour pouvoir lui permettre un accès rapide depuis cette page. Voilà pour le premier cas d'usage. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette réflexion autour d'Indigo ? Est-ce que peut-être vous avez une organisation plus ou moins identique, en tout cas avec différentes échelles, c'est-à-dire la France et après d'autres pays, voire d'autres continents? Ou peut-être aussi des sites dispatchés en fait dans la France. Par exemple, un groupe. Bon, on peut se diriger sur le deuxième cas client. Donc, le deuxième RATP, fortement connu. Donc, 60% des utilisateurs nomades, donc ça veut dire sur le terrain, parce qu'on sait bien, soit ils sont sur le bus, sur les quais, dans le métro, etc. Il y a 50 000 utilisateurs, en tout cas, qui utilisent la plateforme. Il y a 15 applications métiers également 100% intégrées dans la plateforme. Et ça fait 14 ans qu'ils sont tout de même chez Gelios et qui ont connu donc toutes les évolutions de Gelios. Alors, je vois également une question pour d'Eric sur l'architecture, où sont hébergées les applications métiers. Ça parle de Indigo ou de la RATP? D'Indigo, j'imagine. Donc, les applications métiers, certaines sont sur des solutions cloud également. Ils font peu d'on-premise chez Indigo, ce qui a facilité évidemment les flux. Il y a une application métier qui était, notamment SIRH, qui était on-premise. On a mis des flux sécurisés directement entre les applications pour faire transiter les données. Et il y a un projet notamment de la passer sur le cloud. Merci. De rien. Donc la RATP, les enjeux, donc mobilité, comme je vous ai dit, ils sont sur les terrains. C'est pour ça en fait également qu'on a construit l'intranet en mobile first, dans le sens où pour avoir accès à leur téléphone, depuis une tablette, etc. Également interconnecté avec les applications métiers. Besoin de communication alors forte institutionnelle, mais également d'autant plus forte lorsque par exemple il y a des pannes techniques, etc. Le temps d'être assez réactif pour pouvoir continuer à faire avancer les métros. Et connectivité, donc pareil, se connecter donc à l'interface, également y greffer les applications métiers. Voilà. Donc là, j'ai des captures qui ne vont pas bouger, ça sera beaucoup plus simple. Donc la logique a été de monter une Digital Workplace il y a très longtemps, en fait, RATP. Cette version qui est à l'écran date de 2014, de mémoire 2015. On ne parlait pas encore de Digital Workplace, on parlait encore d'intranet, mais en tout cas, il était construit dans ce sens-là. Vous avez une page d'accueil qui est orientée actualité, à la fois groupe et entité. On voit sur la gauche, on a un menu général et après on a un département. Et effectivement, c'est la logique d'avoir cette double communication proche, de proximité, son département et global d'entreprise. Un grand flux d'activité qui me permet de voir en permanence les actualités de mon entité, de mon département et également en une seule page du groupe. On va avoir également dans cette logique-là l'accès à de l'information RH et du groupe, plus format article, plus format éditorialisé, pour le département et pour le groupe. On a un pad d'applications qui permet d'accéder à différents outils internes hébergés directement dans la Digital Workplace ou à d'autres sites, d'autres applications webisées. On va avoir également accès à des outils de chat intégrés, on a l'icône en haut, qui vont nous permettre d'échanger et d'aller faire de la collaboration. Un système de notification qui est global et centralisé à toute la Digital Workplace également, qui va me donner des informations sur ce qui s'est passé. Le moteur de recherche est un moteur de recherche qui n'est pas le moteur de recherche Gelios, c'est un autre moteur de recherche qui porte sur tout le système, enfin une grosse partie du système d'information de la RATP, puisqu'il va me remonter les données à la fois, en gros, de tout ce qui est sur format web et des sites de la RATP. La Digital Workplace, l'intranet,
les espaces collaboratifs qui sont sur Confluence pour eux, hein, sur ce que s'appelle Urbad Network, donc ils sont situés sur Confluence. On va les chercher dans les sites institutionnels, ratp.fr par exemple, dans les sites Monde, pour ceux qui existent, qui ont accès. Donc on est sur un moteur de recherche qui est totalement transverse et global. Dans du document, dans de la conversation, dans du contenu éditorial, dans des applications, et dans tous les sites de la RATP. Donc là, on est vraiment sur une vision de la proximité au niveau de la communication et de la globalité sur la recherche et sur l'accès aux applications. On a parlé tout à l'heure de 15 applications intégrées, puisque dans ce système-là, de manière totalement transparente pour l'utilisateur, depuis son pad d'application que vous voyez en haut à droite ici, il va avoir accès, en fonction de ses droits, à différentes applications. Par exemple, là, j'en ai pris une qui s'appelle Libre Service RH, donc qui est le comptoir RH des applications pour les agents de la RATP. À partir de là, ils vont pouvoir mettre à jour leurs données personnelles, mettre à jour des documents, demander des procédures, consulter leur nombre de congés, consulter l'historique des échanges, leur droit de repos, le temps à récupérer, leur compte épargne-temps, bref, toute leur situation RH est intégrée dans la Digital Workplace. Donc ça, c'est une application tiers intégrée des différentes applications tiers qui vont fournir des données, des informations qu'on va afficher et traiter et profiler directement à partir de la personne. Donc c'est des gros chantiers techniques, évidemment, il y a des contraintes de sécurité, il y a des contraintes de technique, c'est des gros chantiers qui ont pris du temps, mais qui permettent d'avoir de cette manière-là des applications dédiées directement au métier et au seul et même endroit. Donc il y a des bourses à l'emploi, il y a des gestions des congés, ils peuvent également travailler sur leur planning, notamment pour les bus et les RER, qui vont pouvoir voir leur planning et le décaler si nécessaire. Bref, 15 applications dédiées directement intégrées à la Digital Workplace, ce qui permet d'en faire un vrai lieu de productivité et un seul portail unique. C'est 50 000 environ agents, 60 000, de 50 à 60 000 agents à la RATP, on le disait tout à l'heure. Ils sont nomades, ils ont une maturité digitale qui est très hétéroclite, hein, et ils ont surtout accès avec leur mobile. Donc hors de question de leur donner accès à une application RH sur un mobile. C'est compliqué à mettre en place. Ils ont des flottes de téléphones, il faut que ça soit simple. Donc la simplicité, c'est fait par un portail mobile first sur la technologie Gelios qui, elle, intègre entièrement les informations nécessaires. Une seule point d'entrée, Urban Web, ça s'appelle, donc leur Digital Workplace basé sur Gelios. On a une petite question également sur le moteur de recherche d'entreprise Gelios. Est-ce que dans le cas de la RATP, en fait, c'est lié au moteur de recherche Gelios? Donc le moteur de recherche de la RATP, Gelios, c'est pas un moteur de RATP, c'est pas un moteur Gelios, excusez-moi, je réfléchissais. C'est pas le moteur de recherche Gelios, c'est un autre moteur de recherche qui est transverse. Donc on a débridé le moteur de recherche Gelios pour en utiliser un nouveau. Je pourrais vous donner le nom par la suite si vous le souhaitez. Il y a d'autres questions sur le contexte RATP. N'hésitez pas à poser des questions. Ouais. Ok. Donc en conclusion, ce qu'on voulait vous montrer, et j'espère que on a pu répondre à cette problématique, comment structurer l'information. Avant tout, pour nous, c'est avant de structurer, en fait, il faut unifier. Il faut faciliter l'accès, créer un portail d'un point d'entrée, un réflexe humain de dire je vais sur telle plateforme, j'aurai accès à tout. C'est ce qu'on a vu dans le cas d'Indigo et dans le cas de la RATP. On crée un portail d'accès unique et profilé. Ça permet de simplifier déjà la réflexion et de ne pas se dire où est-ce que je vais aller chercher mon information, est-ce qu'elle est dans tel outil, tel outil, tel outil. Non. Je me connecte sur cet outil, sur cette plateforme, sur ce portail Gelios ou ce portail autre, et je vais retrouver l'information. Pour structurer l'information, il faut également viser à favoriser la transversalité d'un point de vue technique, mais également communication, d'un point de vue communication. Interconnecter les applications et les flux d'informations. On a des outils, des systèmes d'information communicants, il faut les faire se parler et ramener ces informations-là au bon endroit pour que la personne puisse récupérer cette information-là. Mettre en place une GED structurée et facile d'accès et ergonomique. Effectivement, la gestion documentaire est
indispensable. Ça représente une grosse partie de notre activité, dans le milieu tertiaire en tout cas, et autres, d'avoir du document. Il faut que cette GED, elle soit à jour, structurée, organisée. Travailler sur la communication via l'intranet, en y associant notamment les RH. C'est un des piliers fondamentaux pour nous, d'un point de vue utilisateur de l'intranet et les Digital Workplace. C'était la prise en compte notamment de la RATP, d'intégrer les applications RH pour que l'utilisateur, il vienne chercher de l'information, oui, mais il vienne chercher l'information qui le concerne, avant tout. Donc, c'est un des piliers pour nous de la communication et de l'intranet, et du coup de la Digital Workplace comme composant fonctionnel. Enfin, c'est surtout de donner de la cohérence d'usage, à partir du réseau social d'entreprise, s'il y a besoin pour faciliter les échanges et les remontées d'informations. Faciliter la recherche, on l'a vu avec des moteurs de recherche globales et centrales qui vont permettre comme Google, de retrouver facilement ce qu'on a besoin de retrouver. Et surtout, c'est soigner l'expérience utilisateur, soigner le graphisme, soigner l'ergonomie, réfléchir au parcours d'utilisateur et aux cibles à qui s'adresse le produit pour qu'il soit le plus proche des besoins de chaque utilisateur. Voilà qui conclut cette session. S'il y a des questions-réponses, n'hésitez pas à les poser. J'espère qu'on a pu répondre à vos problématiques et n'hésitez pas donc à échanger. Je vais arrêter le partage. Merci Eric. Merci Clotilde. En tout cas, n'hésitez pas par la suite à nous contacter via notre site ou via les réseaux sociaux. Également, il me semble qu'on peut dialoguer via les fonctionnalités proposées par la plateforme Jalios via l'événement. Oui, c'est Eric. Oui. Désolé, je ne suis pas client Jalios, mais c'était intéressant. Et pour information, donc, on travaille, je travaille à la STIB, qui est l'équivalent RATP de l'RATP, mais pour Bruxelles, en Belgique. D'accord. Et donc, mais donc, une des difficultés, vous avez vraiment bien cerné toutes les difficultés auxquelles on est confronté pour l'instant. Et je voyais dans vos conclusions le fait que la GED structurée était quelque chose d'important. Maintenant, la difficulté avec laquelle on est confronté, on est confronté à l'heure actuelle, c'est que en l'absence d'une bonne GED centralisée et avec l'arrivée déjà il y a quelques années des plateformes type SharePoint, se sont multipliés des référentiels documentaires un peu hybrides, un peu partout dans l'entreprise. Alors, on est en train de remettre un peu de cadrage, de gouvernance par rapport à une série de choses, l'usage de métadonnées, etc., les conventions de nommage. Mais voilà, dans une société qui fait quand même 10 000 personnes, on a du mal à maîtriser l'entropie. Et donc, se lancer dans des gros projets de GED n'est pas vraiment à l'ordre du jour, n'est pas vraiment quelque chose qui fait rêver le management. Et donc, est-ce qu'on peut jouer avec de la fédération de sites, etc. Est-ce que c'est une solution que vous promouvez aussi ou qui vous semble logique ou pas du tout? Vous dites non, il faut aller vers de la centralisation. Pour nous, effectivement, la cible, c'est de partir vers de la centralisation, mais on a bien conscience que, outre le modèle un peu théorique qu'on a donné tout à l'heure, chaque entreprise est différente et il faut s'adapter. Il faut voir en fonction des moyens et du temps qu'on a. Et la fédération est tout à fait envisageable. Pour nous, le meilleur moyen, je vais faire une réponse un peu de Normand, mais le meilleur moyen serait de challenger un peu cette solution auprès de vos utilisateurs, de voir que peut-être le tester, vous voyez, voir si ça fonctionne, si c'est lié à votre culture d'entreprise, si la possibilité de fédérer les différents sites à travers un moteur de recherche centralisé, globalisé par exemple, ou de favoriser l'accès tout simplement à ces différents sites en communiquant dessus, ça peut très bien fonctionner. Ça va...
la centralisation, pour nous, ça facilite. C'est plus facile quand on repart de zéro, qu'on casse tout, et qu'on va pouvoir derrière reconstruire. Si reconstruire n'est pas possible, demande beaucoup trop de moyens et que c'est pas envisageable, tendre vers quelque chose de quand même d'unifié, de communiqué, de cohérent. Voilà, je ne sais pas trop dire ça. Ça dépend vraiment du contexte. Il faudrait creuser ensemble pour voir votre contexte, mais j'ai pas une position à vous dire il faut faire comme ça, c'est le meilleur des moyens, et les autres sont pas mal. Vous voyez, il faut réfléchir à votre contexte et voir par rapport à vous ce qu'on peut améliorer au fur et à mesure. Merci déjà pour la réponse. C'est déjà un élément de réponse. Merci. Alors, j'ai une question également du Ludovic. Voilà. Comment est gérée l'identification entre les différentes applications, comptes de service, la problématique entre guillemets de connexion entre deux personnes, là notamment sur le contexte de la RATP. Voilà, alors c'est moi qui ai répondu. Donc sur le contexte, effectivement, dans la RATP, donc ils ont leur propre mécanisme d'authentification et de référentiel. La grande difficulté est d'avoir un référentiel de compte à jour avec une logique, une matrice de droit performante. Donc, c'était vraiment un gros chantier qu'ils ont mené en interne. Et on a un connecteur spécial, on a des méthodes basées sur OAuth quand même, pour l'authentification et le SSO. Les applications intégrées se basent pour rentrer dans un peu de technique, sur des protocoles JSR 286 qui permettent de faire, entre autres, alors je ne suis pas le plus technicien pour en parler, mais qui permet de passer l'authentification de manière un peu plus sécurisée. Et derrière, on travaille sur des web services où on a des jetons qui permettent de sécuriser les accès. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Merci de vos questions. À bientôt, j'espère. J'espère que ça répond à vos questions. On pourrait prendre du temps, Monsieur Smadja, si vous voulez échanger plus sur le contexte RATP, rentrer dans un petit peu de technique. Voilà, écoutez, il est presque l'heure de conclure. Si vous n'avez pas d'autres questions, ça a été un plaisir pour Marie et moi-même de vous partager notre expérience et ses retours d'expérience. On espère vraiment avoir suscité de l'intérêt et on pourra continuer à échanger plus tard. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à revenir vers nous et on pourra revenir vers nous, vous également, si nécessaire. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous continuez à regarder les webinars et les conférences du DW Days, bonne continuation également et à bientôt, j'espère. Merci bien. Au revoir.